bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. L'Agence nationale rwandaise d'identité, NIDA en sigle, a lancé un programme de délivrance de cartes d'identité électronique. Plus de détails dans cette grande édition. Le ministère des Infrastructures a clarifié son message relatif à la suspension temporaire des permis de construire spéciaux. Et hier, une conférence sur la famille s'est tenue dans le district de Lubavu en présence d'une foule nombreuse venue des 9 diocèses du Rwanda et des pays voisins. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, l'Agence nationale rwandaise de l'identité, NIDA en sigle, a lancé un programme de délivrance de cartes d'identité électronique en commençant par vérifier et corriger les informations déjà collectées sur chaque citoyen dès sa naissance. Plus de précisions avec Michel Iradokunda. Cette carte d'identité électronique e-Ndangamuntu sera délivrée dès la naissance aux étrangers résidant au Rwanda depuis longtemps, aux nouveaux arrivants ayant besoin de services, aux réfugiés et aux immigrants. Le processus de vérification et de correction des informations déjà collectées a débuté. Certains bénéficiaires ont accueilli favorablement cette carte d'identité électronique. Cette carte a été présentée lors du 28e Salon international de Gikondo. La directrice générale de l'Autorité nationale des cartes d'identité, Mukesha Joséphine, explique que cette carte d'identité numérique diffère de la précédente car elle exigera du citoyen davantage de documents d'identité que ceux fournis sur la carte d'identité précédente, où il suffisait de prendre une photo et de fournir 2 empreintes digitales. La carte d'identité digitale est différente de la carte d'identité actuelle parce qu'on va l'attribuer depuis la naissance. Celle qu'on avait aujourd'hui était attribuée qu'aux gens qui ont 16 ans et plus. Elle était attribuée également aux Rwandais, aux réfugiés et aux résidents étrangers. Mais avec la carte d'identité numérique, on va l'attribuer aux Rwandais, aux résidents étrangers, aux ressortissants étrangers non résidents. Donc la carte d'identité sera attribuée de 3 façons. On peut avoir la carte comme celle qu'on a actuellement, mais avec moins d'informations imprimées dessus, avec le code QR. Et puis, on aura aussi le numéro de la SDIN. Quand on va utiliser le numéro de la SDIN, il faudra faire l'authentification. Et l'authentification, on devra utiliser la biométrie de la personne ou on va utiliser encore le token qui est un numéro dérivé du numéro d'identifiant unique qu'on va utiliser en cas de besoin par le citoyen. L'avantage de cette carte, c'est que la personne pourra déjà, le citoyen aura le droit de sélectionner les données qui seront partagées par les prestataires de services et ils pourront soit accorder l'accès ou révoquer cet accès-là. Et l'autre avantage qu'il y a avec la carte d'identité numérique, c'est qu'elle est déjà attribuée à plus de gens. Donc, pour les gens qui ont moins de 18 ans, les parents devront donner cet accord-là pour l'accès à leurs données. Et l'autre avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir la carte physique. Dès qu'on a aussi le numéro juste de la SDIN, avec l'authentification en utilisant la biométrie, la personne pourra accéder au service. Donc, ce qui pourra donner plus d'avantages à accéder au service sans être avec la personne qui vous donne le service. Même l'octroi de services en ligne sera fait de façon sécurisée. Il s'agit d'une carte d'identité numérique délivrée gratuitement et sans avoir à la porter. Le secrétaire permanent au ministère de l'administration locale, Bob Gatire, a exhorté les Rwandais à participer à ce processus car cela leur permettra également d'obtenir de meilleurs services. Plus de 14 millions de Rwandais devraient recevoir cette carte d'identité numérique. Dans chaque secteur, des jeunes formés aideront à vérifier et à corriger les identités enregistrées. Cette carte d'identité sera utilisée en juin 2026.
Ce mercredi, une conférence sur la famille s'est tenue dans le district de Lubavu en présence d'une foule nombreuse venue des 9 diocèses du Rwanda et des pays voisins. Cette conférence a eu lieu alors que l'Église catholique du Rwanda se prépare à célébrer le jubilé de l'apostolat de la famille et toutes les activités qu'elle mène pour une famille unie. Cette conférence coïncide avec le 2025e jubilé de la rédemption de l'humanité et des 125 ans de l'arrivée de l'Évangile au Rwanda. Le district de Huye, dans le secteur de Huye, s'y déroule une activité de mariage civil concernant plus de 200 couples qui vivaient ensemble depuis longtemps sans être légalement mariés. Les couples qui se sont mariés expliquent qu'ils ont pris cette décision après avoir été sensibilisés par les autorités locales qui leur ont rendu visite et leur ont parlé de l'importance du mariage légal, ce qui les a convaincus de franchir le pas. Certains foyers qui vivaient dans des conflits fréquents dus à un manque de confiance mutuelle affirment qu'ils entament désormais une nouvelle vie conjugale sans querelle et avec un accès équitable à leurs biens. Cette initiative s'inscrit dans une campagne de sensibilisation qui a duré 6 mois, au cours de laquelle les habitants ont été éduqués sur l'importance du mariage civil et la nécessité de construire une famille paisible à l'abri des conflits. Les autorités du district de Huye annoncent que pour l'année 2025-2026, elles ambitionnent de poursuivre cette initiative pour d'autres couples vivant en union libre en collaboration avec leurs partenaires. La grande édition continue sur Rwanda TV. Alors que le monde continue de faire face aux conséquences du changement climatique, les personnes handicapées de la région appellent leur gouvernement à les inclure dans les programmes prioritaires car elles continuent de faire face aux défis liés à leur manque de place dans la planification environnementale. Plus de précisions avec Michel Iladukunda. Cela a été réitéré lors d'une conférence internationale de 2 jours au Rwanda qui a réuni des personnes handicapées et leurs partenaires du Rwanda, du Burundi et du Kenya. Ils ont discuté du rôle des personnes handicapées dans la lutte contre le changement climatique. Il s'agit d'une réunion de 2 jours qui rassemble des acteurs issus d'agences gouvernementales, de la société civile, du secteur privé et d'organisations de défense des droits des personnes handicapées et de la protection de l'environnement. Ils partagent leur expérience et améliorent les stratégies de protection contre le changement climatique. Irihose Aimable, président de l'Association rwandaise des personnes handicapées, et Hatungimana Alexis, représentant de l'UPHB au Burundi, affirme que des problèmes liés aux infrastructures construites par le gouvernement doivent être résolus. Le docteur Mukarwego Bet Nasiforo, PDG de l'Union nationale des personnes handicapées du Rwanda, NUDOR, affirme que le Rwanda continue de privilégier les programmes de prise en charge des personnes handicapées afin de faire face au changement climatique. Le directeur du développement au ministère de l'administration locale, Widingo Emmanuel, explique qu'en collaboration avec les institutions, les intérêts des personnes handicapées ont été prioritaires dans la planification. Une étude menée par l'Union nationale des personnes handicapées au Rwanda, NUDOR, montre que 82% des femmes et des filles handicapées au Rwanda sont confrontées aux impacts les plus graves du changement climatique, car ces changements ajoutent aux vulnérabilités causées par leur handicap, les obligeant à recevoir un soutien spécialisé supplémentaire. La conférence All Women Together est de retour, un événement annuel qui s'est imposé comme un pilier de l'autonomisation pour les femmes et les familles, aussi dans les sphères spirituelles. Organisée par la Noble Family Church et Women Foundation Ministries, la conférence a pour thème cette année de victimes aux championnes et se tiendra du 12 au 15 août 2025 à Kigali Convention Center. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau 2 des membres de l'équipe de l'organisation pour en discuter, Winnie Nkurunziza et Nicole Hagabimana. Bienvenue à la grande édition. Merci beaucoup, David. Oui, alors le thème de victime à championne, c'est un thème qui est plutôt fort, pour le dire. Comment est-ce que le programme 2025 compte-t-il concrétiser ce terme pour tous les participantes et participants?
Merci beaucoup, David, pour la question. Effectivement, cette conférence annuelle, c'est toutes les années. Le thème est toujours le même. Hein? C'est toujours de victime à championne. Aujourd'hui, l'impact particulier, c'est qu'il y a un avantage, c'est que nous avons invité des personnalités internationales, comme d'habitude, mais il y aura comme des ateliers, des sessions qui seront online. Donc, les participantes pourront aller en ligne pour regarder les émissions et seront le mardi 13 et le 14. Donc, c'est des ateliers qui se passent en matin avec les participants qu'on a invités, notamment pasteur Kayanja de l'Ouganda, Jessica Kayanja, qui est une leader dans l'Est de l'Afrique qu'on reconnaît, et Madame Lady Bishop Funke, n'est-ce pas? Elle aussi, elle est habituée à nos plateaux, mais surtout son influence par rapport au côté de la femme, le développement et surtout soutien moral pour les familles. Hein. Il y a aussi c'est le professeur Matthew Ashimolo de UK. Lui, l'avantage, c'est que c'est un pasteur, mais aussi un homme d'affaires. Et aussi, on a Julian Kiula, qui vient du Kenya. C'est un investisseur, un pasteur. Et avec tous ces hommes de Dieu, il y a aussi des témoignages à côté. Ils auront des sessions le matin. Ce qui fait que l'impact particulier, c'est que comme ça sera live, que tout le monde pourra participer en ligne sur notre lien, comme d'habitude sur le YouTube de notre channel, on aura comme des sessions encadrant les femmes au niveau de leur développement non seulement mental, intellectuel et financier. On aura d'autres sessions avec les hommes. Donc, ils sont aussi invités. Donc, on aura 2 sessions parallèles, ce qui fait qu'on invite les gens vraiment à venir écouter en ligne et à voir pour apprendre avec les autres. Et la session avec les hommes sera avec les 2 pasteurs. L'avantage, c'est que les hommes participent, même si on dit que c'est souvent une conférence de femmes. De femmes, absolument. Mais On peut avoir l'idée que... Exactement, c'est ça l'avantage. Donc les hommes sont invités à suivre en ligne. Il y aura ces sessions avec les pasteurs qui ont réussi dans le monde de finance. Et il y aura l'impact pour les jeunes gens qui veulent entreprendre dans leur avenir ou dans le pays actuellement. Oh, absolument. Oui, en tout cas, voilà, pour ceux qui, comme moi, pensaient que All Women Together, ce n'est pas que pour les femmes. Il y a aussi pour les hommes, jeunes et moins jeunes. C'est vrai qu'il y a ce côté spirituel, mais aussi ce côté où on parle d'investissement et du côté financier, etc. Et je sais que autonomiser les femmes à différents niveaux est une des missions de cet événement. Au-delà des sessions spirituelles, quelles sont des initiatives concrètes dont vous pouvez nous parler, que la conférence fait pour justement autonomiser socio-économiquement les femmes? Oui, mis à part la partie spirituelle, c'est vrai, on va prier, mais en parallèle, par exemple, l'année passée, on avait invité les banques, on avait des sessions le matin, il y avait des banques ou des stop centers pour dire aux familles, aux femmes, s'il y a des violences conjugales, savoir comment faire. Des banques pour dire on peut donner des crédits aux femmes, donc oser venir nous demander. Donc, mis à part la prière, parce que la prière, ça sera notre objectif, mais aussi on montre où on dit aux femmes d'oser travailler. Il y a des témoignages, il y a des femmes qui ont commencé bas échelle. Par exemple, à Nyabugogo, avec des tomates, maintenant, c'est des grandes femmes entrepreneurs qui font partie du gouvernement, de l'État. Donc, on dit aux femmes qu'on est capable, et aux filles aussi. Quand je dis une femme, il y a aussi des filles là-dedans. Donc, on prie, mais aussi on travaille, où on montre comment travailler, comment... D'accord. Le thème de championne prend de plus en plus de sens, c'est dans tous les sens. Quel est l'impact des éditions précédentes? Si on peut faire en quelque sorte un retour dans le temps, regarder ce qui s'est passé, parce que ce n'est pas la première édition. Bien sûr.
quel est l'impact aujourd'hui quand vous regardez surtout en ce qui est de la cohésion sociale, de la réconciliation? Oui. Merci David. En fait, on a remarqué qu'il y avait plusieurs personnes qui n'avaient pas osé revenir dans leur pays à cause des problèmes et de la situation dont on a vécu au Rwanda. Et avec la convention annuelle que nous avons, on a vu des gens revenir dans le pays. On a vu des gens qui ont été guéris des traumatismes à cause du génocide. On a vu des gens pardonnés. On a vu des gens qui sont revenus parce que mentalement et psychologiquement, ils ont compris que la guérison est possible grâce à ce ministère. Et on a aussi vu des gens venir investir, ce qui est très avantageux parce qu'on a besoin de femmes maintenant qui s'alignent avec la politique du pays pour venir s'investir dans le pays en tant que femme, mais en tant que personne qui est guérie émotionnellement, psychologiquement et aussi financièrement, qui va contribuer à le développement du pays. Oui, parce que c'est vrai que cette conférence attire des milliers de personnes venues de différents pays. Cette année, vous dites que 20 pays ou plus vont participer à cette conférence. Comment est-ce que cette dimension internationale influence le contenu, les objectifs lorsque vous préparez, vous organisez une conférence comme celle-ci? Oui, on sait qu'on a plusieurs femmes qui viennent de différents coins du monde. Donc, dans nos programmes, on s'assure que les témoignages, les personnes, les pasteurs qui vont dire, non, ne s'adressent pas seulement à nous, les femmes de Kigali ou de... Non, il y a aussi les femmes de la diaspora. Donc, le contenu doit s'adapter à elles aussi. Leur parler, même si on sait qu'elles ont une vie très surchargée, comment tu peux combiner les prières, le travail, la famille. Donc, on s'adresse à tout le monde, pas seulement à nous ici, on s'adapte à tout le pays, parce qu'on a beaucoup de femmes qui viennent des différents pays. Oui, d'accord. Alors, avant de finir, je ne sais pas si j'aurais dû commencer par cette question ou si c'est bien de finir avec. Qui peut participer ou qui est invité, à qui est destinée cette conférence et comment y prendre part? Donc, comme on le sait, la conférence est du 12 au 15. Oui. Je dirais les 3 premiers jours, les femmes, c'est exclusif. Oui. Okay? Mais la dernière journée du 15, on invite les hommes. Les hommes sont invités à venir à la conférence pour participer. Et l'autre chose, c'est que c'est gratuit. À part que le fait, on envoie un lien pour pouvoir s'enregistrer. La seule chose qu'on demande, c'est vraiment un QR code qui est sur l'affiche de la conférence. Juste le scanner, invite. Pourquoi? C'est juste qu'on a besoin d'organisation. On a besoin d'organisation et de voir les statistiques. Et c'est tout. Mais sinon, bienvenue tout le monde. Oui. Si j'essaie de compléter, Nicole, le lien ou comment s'enregistrer sur toute notre plateforme. Instagram, Facebook, YouTube, tu peux trouver comment s'enregistrer et venir. Donc, on vous encourage de venir, toutes les femmes, toutes les filles, mais aussi les hommes le dernier jour. Le dernier. Sois le bienvenu le dernier jour. Absolument, il ne faudrait pas que je rate. On devrait venir avec nos caméras aussi pour faire participer tout le monde. Merci beaucoup, Nicole et Winnie. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Et la conférence All Women Together est donc de retour à Kigali du 12 au 15 août à Kigali Convention Center. Plus de détails à retrouver sur leur plateforme en ligne. La grande édition continue. Le ministère des Infrastructures a indiqué que certaines personnes n'avaient pas bien compris le message relatif à la suspension temporaire des permis de construire spéciaux ainsi que la manière dont les bénéficiaires de ces autorisations doivent se comporter dans cette période. Amandine Dikouma-Savo nous fait le point. Le ministre des Infrastructures, Dr Jimmy Gasole, a expliqué que la suspension temporaire des autorisations de construire d'une manière spéciale vise à lutter contre la corruption et le désordre constaté. Il a également précisé que cette mesure a pour but d'améliorer et de mettre en œuvre une utilisation rationnelle du plan directeur d'aménagement des territoires. Dans certaines zones, même lorsqu'elles sont très peuplées,
il peut devenir nécessaire de disposer à proximité de certains services essentiels comme une petite boutique pour acheter du pain ou un salon de coiffure. C'est ce dont nous parlons qu'est née l'exception. Une personne pouvait faire une demande spéciale et se voir accorder une autorisation de construire une infrastructure qui ne correspondait pas nécessairement à la vocation initiale de la zone en fonction des besoins spécifiques du lieu. Cela a été autorisé, mais lors de nos inspections, nous avons constaté que cette exception n'était plus appliquée comme prévu. Elle était détournée de son objectif initial, compromettant ainsi le plan directeur. Des zones résidentielles étaient transformées à d'autres fins, telles que des commerces, hôtels, restaurants, débits des boissons et bars. En conséquence, les objectifs principaux du plan directeur étaient en train de se perdre. C'est pourquoi nous avons décidé d'arrêter le processus. La situation prenait rapidement de l'ampleur et avec de nombreux investissements dans des constructions qui n'étaient pas conformes au plan. Cependant, cette suspension ne signifie pas que les habitants d'une zone donnée seront privés de services essentiels tels que les écoles ou autres infrastructures partagées. Nous avons simplement mis le processus en pause de manière temporaire afin d'élaborer des directives claires. Une fois ces lignes directrices établies, nous reprendrons ces autorisations d'une manière spéciale, mais cette fois dans le strict respect des règles en vigueur. niyo mpamvu gukemura ibi byo mu mujyi wa Kigali bizanadufasha gukemura n'ibyo mu cyaro. Concernant ceux qui ont déjà obtenu ces documents suspendus temporairement, ainsi que les citoyens qui s'interrogent sur l'annonce selon laquelle seuls ceux qui construisent les bâtiments en étage pourront obtenir de nouveaux permis de construire, le ministre a précisé qu'aucune disposition n'a changé. Il a réaffirmé que l'objectif est une application rigoureuse d'un plan d'aménagement du territoire. Abamaze guhabwa ibyangombwa niho tuvuga ngo turakomeza tubirebe ni buri gihe buri decision igera transition. Pour ceux qui ont déjà obtenu des permis de construire, nous continuerons à suivre la mise en œuvre de leur projet. Chaque décision nécessite une période de transition et c'est durant cette phase que nous évaluons la meilleure manière d'avancer. Notre priorité est d'assurer que des résultats durables sur le long terme sont là. Ce qui se passe aujourd'hui peut ne pas avoir de conséquences immédiates, mais aura des répercussions importantes dans les années à venir. En principe, le plan directeur d'utilisation des terres détermine les zones destinées à l'habitat, la construction, l'industrie, le tourisme, l'agriculture, l'élevage et autres usages. Pour mettre en place des infrastructures, il est nécessaire d'obtenir des autorisations auprès des institutions compétentes. La reprise de l'octroi des permis, actuellement suspendu temporairement, est prévue dans un délai de 2 mois. Dans le district de Nyagatare, des événements sont organisés pour célébrer la Journée internationale de l'allaitement maternel, célébrée à l'échelle nationale sous le thème « Un allaitement maternel de qualité, un avenir prometteur ». Des experts en nutrition indiquent qu'une alimentation inadéquate pour un enfant de moins de 5 ans augmente le risque de maladie, voire de décès. Ils soulignent également qu'un allaitement maternel adéquat contribue au bon développement du cerveau et améliore les capacités de réflexion. D'autre part, le manque de connaissances de certains parents sur l'allaitement maternel, la peur d'allaiter en public et le manque de temps consacré à l'allaitement à cause du travail sont autant de facteurs qui ralentissent le développement des enfants. L'Organisation des Nations Unies pour la santé, OMS en sigle, indique qu'un allaitement maternel adapté peut prévenir le décès de plus de 800 000 enfants de moins de 5 ans chaque année. Ce constat intervient alors que le Centre national pour le développement et la protection de l'enfant, NCDA en sigle, indique qu'au Rwanda, un allaitement maternel adapté réduit la mortalité infantile. C'est votre rendez-vous de tous les jours avec l'information, la grande édition sur la télévision rwandaise. Certains citoyens estiment que le fait d'accorder aux adolescents âgés d'au moins 15 ans le plein droit d'accéder seuls aux services de santé ne suffira pas à résoudre les problèmes liés à la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Selon eux, les parents devraient plutôt revenir aux principes de la culture rwandaise en matière d'éducation des enfants. Amandine Ndikumasabo nous fait le point.
Au centre de santé de Gahanga, situé dans le district de Kichukiro, de nombreux enfants et jeunes viennent chercher différents services médicaux, y compris ceux liés à la planification familiale. Une jeune fille nommée Ouassé Valentine, âgée de 17 ans, explique que si elle vient à l'hôpital, ce n'est pas pour des services de planification familiale, car elle affirme pouvoir s'abstenir jusqu'au mariage. Sa mère, qu'on a rencontrée également dans ce centre, indique qu'il s'agit de la cadette de ses enfants et qu'elle a confiance en eux car elle a pris le temps de les éduquer en matière de santé sexuelle et reproductive. J'ai pu inculquer de solides valeurs, ce qui lui a permis de s'abstenir jusqu'au mariage. Tout cela grâce aux bons principes que je lui avais transmis. D'un autre côté, certains parents reconnaissent que certains parmi eux n'ont peut-être pas pleinement rempli leur rôle dans l'éducation approfondie de leurs enfants, mais estiment que le moment est venu de réaffirmer cet engagement. Ces parents considèrent que l'article de loi qui accorde les adolescents le droit d'accéder seuls aux services médicaux est important à plusieurs égards. Il y a 2 jours, les députés ont adopté une loi régissant à l'accès aux services de santé qui permettait désormais aux jeunes à partir de 15 ans d'en bénéficier sans obligation d'être accompagnés ou d'avoir une autorisation parentale, contrairement à ce qui se faisait auparavant. Le secrétaire d'État au ministère de la Santé, Dr Wutera Ivan, s'exprime à ce propos. Icyiciro cy'abanyarwanda twasangagamo harimo ikibazo gikomeye cyane cyane. Il s'agit d'une catégorie de Rwandais particulièrement concernée par des problèmes graves, notamment les grossesses non désirées chez les adolescentes. Nous avons constaté qu'ils n'avaient pas accès à certains services pourtant disponibles, ce qui entraîne de nombreuses conséquences tant sur leur propre vie que sur celle des enfants qu'ils mettent au monde, dont 30% sont issus des grossesses non désirées. La présidente de la commission de développement social, honorable Ouamalia Veneranda, qui a examiné cette loi, affirme que le rôle et les droits des parents continueront à être respectés. Les spécialistes en santé et en sciences sociales soulignent que les adolescents cherchent souvent à s'affirmer et à définir eux-mêmes leur avenir, ce qui les conduit parfois à exclure leurs parents ou éducateurs de certaines informations concernant leur santé. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé a recommandé que les jeunes de 15 ans et plus soient autorisés à prendre eux-mêmes des décisions concernant leur santé, en particulier reproductive. Voilà, c'est tout pour cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.